Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons continuer cette matinée après Anne Lémence, où là, il y a eu des propos très... Je l'ai dit, il y avait beaucoup de choses. Nous sommes deux pour continuer. Moi, Catherine Souplet et ma voisine, Dalila Moussi. Alors, nous travaillons toutes les deux à l'Université de Lille. Nous appartenons toutes les deux au même laboratoire. On en dira quelques mots tout à l'heure. C'est le laboratoire CIREL. En sachant qu'il y a quand même une petite différence sur nos lieux d'exercice, puisque moi je travaille à l'Université de Lille, sur le site Pont-de-Bois, donc ici, et ma collègue Dalila travaille à l'INSPE, et sur le site de Gravelines. Elle a de la chance, elle est au bord de la mer. Voilà. Nous sommes toutes les deux maîtresses de conférences en sciences de l'éducation et de la formation, avec un intérêt plus particulier pour les didactiques, la didactique de l'histoire pour moi et la didactique du français pour Dalila. Toutefois, ce matin, ce n'est pas du tout de didactique que nous allons vous parler. Alors, le titre de notre conférence, c'est se former et apprendre autrement, et on va plutôt se concentrer sur se former autrement. Alors, en préparant cette conférence, on s'est dit que finalement, il pouvait y avoir une forme d'ambiguïté à proposer une conférence sur cette thématique, avec ce titre un peu provocateur, se former autrement, dans une institution, l'INSPE, dont la vocation est de former les enseignants. Presque cela pourrait induire qu'on va suggérer une formation alternative. Voilà, donc on s'est dit non, il faut qu'on rassure tout le monde, ce n'est pas notre objectif. En même temps, je ne sais pas si le autrement est si attractif que ça. Alors moi, je ne vois pas toutes les personnes qui suivent peut-être la conférence à distance, mais cette question de l'autrement qui était très perceptible dans la conférence aussi d'Anne Lémence, voilà, c'est vraiment notre angle d'entrée. Alors nous, ce que nous allons faire, c'est essayer de vous expliquer comment nous avons tenté de mieux comprendre et peut-être de rendre plus visible ce que font la plupart des enseignants, si ce n'est tous, c'est-à-dire se former au fil de son parcours professionnel. Donc ça relève de la formation continue, mais on pourrait dire aussi que ça relève de l'auto-formation, voire, pour employer une expression qui est largement mobilisée actuellement, du développement professionnel. Pour cela, nous allons nous appuyer sur une recherche que nous menons depuis plusieurs années avec des collègues, tous du même laboratoire. Donc vous avez leurs noms, Liliane Boulanger, Elisabeth Ménouard, Yves Reuter, et depuis peu, deux collègues qui nous ont rejoints, Juliane Miribel et Maïté Eugène. Juste une petite parenthèse, mais nous y reviendrons à la fin de nos propos. Cette recherche, qui se poursuit encore actuellement, fait l'objet d'un ouvrage qui devrait paraître prochainement. Voilà, ça nous fait un petit peu de publicité pour notre ouvrage. C'est là pour passer à l'autre diapo. Voilà. Alors, dans nos propos, on va s'appuyer sur d'autres travaux, alors quelques autres travaux, parce qu'il y en a beaucoup finalement qui s'intéressent à la formation des enseignants et à la formation continue, mais d'emblée, on voudrait mentionner un numéro hors série des cahiers pédagogiques, sorti en septembre dernier, qui s'intitule « Nouvelles formes de formation continue » et qui permet justement d'explorer une diversité de dispositifs, une diversité de pratiques. D'ailleurs, nous avons contribué à ce numéro avec un article qui s'appelle « Quand des enseignants s'organisent en collectif pour s'auto-former ». Alors, comme je l'ai dit, notre objectif, c'est essayer de comprendre comment peut s'actualiser une auto-formation, une co-formation, mais il y a peut-être aussi un autre objectif sous-jacent qui est d'identifier et peut-être de mettre en discussion des leviers, des modalités qui pourraient être mobilisées dans différentes actions de formation, que ce soit de la formation initiale ou de la formation continue. On va dire quelques mots quand même avant de poursuivre sur notre recherche qui a démarré en 2017 et nous avons été sollicités par un groupe de 7 enseignants du premier degré qui exerçaient dans des écoles et des cycles différents, qui exerçaient tous sur l'île, en fait, sur le territoire lillois. Et ils avaient commencé à réfléchir ensemble sur leur pratique pédagogique
avec l'espoir, quelque part, de pouvoir un jour se retrouver et constituer une équipe pédagogique. Puisqu'au départ, je le redis bien, ils n'étaient pas dans les mêmes écoles. Alors, c'est ce qu'ils ont déployé depuis plusieurs années, et c'est ça qui, pour nous, s'apparente à de la formation continue, en précisant que c'est en dehors de toute injonction institutionnelle. Et c'est en dehors aussi de tout mouvement associatif ou de tout mouvement pédagogique. C'est vraiment à l'intérieur même de ce petit collectif que les choses se sont mises en place. Et la dimension du collectif nous amène donc à parler aussi de co-formation. Donc on est bien sur ces dimensions, formation continue, auto-formation, co-formation, avec l'adjectif « autrement » qui nous intéresse beaucoup aussi. Donc au fil de notre présentation, on va s'arrêter d'abord un petit peu sur ces enseignants. Qui sont-ils ? Nous allons en dire quelques mots, puisque nous les suivons depuis 6 ans maintenant, donc on commence quand même à bien les connaître. On évoquera aussi justement leur parcours de formation. En termes de formation initiale, on évoquera aussi la formation continue en mentionnant comment ils ont vécu ces formations, quels sont leurs ressentis par rapport à ces formations. Et on analysera ensuite avec vous plus particulièrement ce qu'ils ont mis en place, comment ils fonctionnent et pourquoi quelque part on peut considérer que ça relève du différent ou du autrement. Et pour conclure, on vous racontera où ils en sont, ces enseignants. Finalement, vers quoi ce processus qu'ils ont déployé depuis 6 ans maintenant, vers quoi cela les a menés aujourd'hui, et plus particulièrement depuis la rentrée de septembre 2022. Alors, pour commencer, qui sont ces enseignants ? Alors, qui sont ces enseignants ? Eh bien, ce collectif de 7 professeurs des écoles, donc le premier degré, est constitué de 6 femmes et un homme, donc Amélie, Caroline, Charlotte, Hélène, Lucie, Marion et Nicolas. Nous avons certains d'entre eux présents aujourd'hui. Alors, 3 de ces enseignants étaient en poste, travaillaient dans la même école, en maternelle, en cycle 1. Et 4 enseignants provenaient d'écoles élémentaires différentes, cycle 2 et cycle 3. Certains d'entre eux se connaissaient, pas tous. Ces enseignants se sont choisis par affinité et cooptation progressive, c'est-à-dire que l'un connaissait l'autre et on finit par se retrouver à 7, en étant attentifs tout de même à ce que les 3 cycles de l'école soient représentés, pour que au niveau des réunions dont on parlera après, eh bien, on puisse parler à la fois du cycle 1, du cycle 2 et du cycle 3. Ces enseignants s'apprécient, se respectent et partagent globalement les mêmes valeurs et la même image de l'école, c'est-à-dire tous ont cette idée d'une école bienveillante, une école accueillante, une école ouverte aux familles et où la coopération prime aussi bien entre élèves qu'entre enseignants. Ça, c'est quelque chose qui compte énormément pour eux. Ces enseignants également portent un intérêt tout particulier pour les pédagogies dites alternatives ou différentes. Je vous renvoie notamment à l'ouvrage d'Yves Rother qui est paru en 2021 sur les pédagogies différentes. Et cette centration, cet intérêt particulier pour les pédagogies alternatives ou différentes, eh bien, distingue leur réflexion de la majorité des formations qui peuvent être proposées par l'éducation nationale. Continuons. Donc Dalila vient de parler assez rapidement de ces enseignants, mais nous, maintenant, comment s'est effectuée cette rencontre entre enseignants et chercheurs ? C'est ce collectif d'enseignants qui a pris l'initiative de solliciter des chercheurs du CIREL, donc notre laboratoire. Et finalement, c'est une démarche qui n'est pas si fréquente, puisque la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, ce sont quand même les chercheurs qui contactent les enseignants, qui vont chercher des enseignants pour répondre à leurs questions de recherche. Là, la démarche, elle s'est faite dans l'autre sens. Et il nous semble que ce collectif souhaitait, en quelque sorte, bénéficier d'un regard de chercheurs sur leurs réflexions, sur leurs projets, qu'ils souhaitaient en quelque sorte être accompagnés dans ce qu'ils commençaient à développer. Alors, comme l'a dit Dalila, très clairement, on pense qu'ils avaient à l'esprit le travail de recherche qui avait été mené auparavant par Yves Rother au sein du même laboratoire sur l'école Freinet, l'école Hélène Boucher, qui se trouve à Mons-en-Barœul. Et il y avait eu une recherche assez importante qui avait fait l'objet d'un ouvrage également. Et
voilà, ça c'était aussi en arrière-plan chez ces enseignants, tout au moins certains d'entre eux qui connaissaient cette recherche. Donc c'est comme ça que l'aventure a commencé entre le collectif de chercheurs et le collectif d'enseignants en 2017. On pourra revenir, si vous le souhaitez, plus précisément sur la façon dont cette rencontre s'est faite, puisque c'était vraiment au départ une histoire de rencontre. Et puis l'aventure se poursuit aujourd'hui, puisque nous continuons de suivre ces enseignants, donc depuis 2017. Donc nous étudions le processus dans lequel ils se sont engagés, notamment en observant leur temps de réunion, en menant régulièrement des entretiens avec eux, et en analysant également des documents qu'ils partagent entre eux et auxquels nous avons accès. Ça aussi, nous y reviendrons un petit peu plus loin dans nos propos. Mais on voudrait préciser quelque chose par rapport à nos modalités de recherche. En effet, jusqu'alors, je dis bien jusqu'alors, nous ne sommes pas entrés dans les classes de ces enseignants. Ce qui veut dire que nous n'avons pas cherché à identifier dans leur pratique les effets de ce qu'ils étaient en train de développer et qui relève, comme je l'ai dit, de la co-formation et de l'auto-formation. Donc, on se dit aujourd'hui que ce fut une chance. Nous avons eu la chance et l'opportunité de pouvoir étudier finement et vraiment exclusivement ce qui relève du processus et de modalités d'auto-formation et de co-formation, sans mobiliser en amont de modèles, pour essayer de comparer ce qui se passait à des modèles, par rapport à des modèles, mais vraiment d'examiner de façon endogène ce qui se déroulait et en examinant très précisément le terrain. Ça, c'est quelque chose auquel nous tenons, ça nous paraît assez précieux, parce que assez rare, en fait. Alors, nous vous proposons un petit détour pour évoquer le parcours de ces enseignants, donc faire encore plus connaissance avec ces enseignants, et notamment leurs premières années sur le terrain, ce qu'ils disent de la formation initiale et continue. Alors, pour tous ces enseignants, c'est à la fin des années 90, début des années 2000, que ces enseignants sont entrés dans leur parcours de formation initiale. 6 d'entre eux ont eu un parcours dit classique, c'est-à-dire une licence, sciences physiques, biologie, psycho, sciences de l'éducation, suivie de 2 années à l'IUFM, puisque à cette époque, il s'agissait encore de l'IUFM qui est passé ensuite SP et INSPE, et un concours CRPE, enfin, de première année d'IUFM. La 7e enseignante, puisque c'est une enseignante, n'a pas suivi de formation initiale classique à l'IUFM, puisqu'elle a passé un concours de 3e voie, c'est-à-dire que pour elle, il s'agissait d'une reconversion professionnelle. Alors tout ça pour vous dire que ces enseignants ont entre 10 et 20 ans d'ancienneté à l'heure actuelle, donc un peu de recul sur leur pratique, une bonne connaissance notamment des milieux dits d'éducation prioritaire, beaucoup ont évolué dans ces milieux, et des sentiments assez mitigés quand on les interroge sur la formation initiale et continue. Alors par rapport à la formation initiale, les avis sont assez divers et nuancés. Certains nous font part de sentiments plutôt positifs, disent garder un très bon souvenir de ces 2 années de formation. Voilà. D'autres évoquent des sentiments plus nuancés, reprochent notamment parfois la dimension trop théorique de certains cours, et puis la disponibilité aussi, c'est-à-dire le fait que dans ces années de formation, eh bien, ces enseignants ne sont pas toujours disponibles pour apprécier, dirons-nous, les cours qui sont donnés, tant les préoccupations, la gestion de classe, prend le pas lors de la formation. Par rapport à leurs premières années, l'ensemble de ces enseignants évoquent des années difficiles, une entrée dans le métier assez difficile, une confrontation à la réalité qui dépasse largement ce qu'ils avaient imaginé, et notamment des secteurs parfois difficiles d'éducation prioritaire, puisque quand on démarre, eh bien, on est un peu envoyé assez loin de chez soi, et on accepte aussi parfois des postes qui ne sont pas toujours simples pour un débutant. Tous évoquent l'ampleur du travail de préparation, la gestion de classe,
Donc clairement, la fameuse réalité désenchantée dont parlent par exemple nos collègues de l'INSPE, Sylvain Brocolici, Christophe Joignot ou Stéphane Mirjizowski, qui ont analysé finement ces premières années de l'enseignant débutant. Ces enseignants mentionnent également des rencontres dans ces premières années qui les ont portés, en fait, des personnes qui ont été des personnes ressources, la rencontre de collègues qui les ont aidés à certains moments, qui leur ont permis de gagner du temps sur le travail de préparation, un conseiller pédagogique. En tout cas, voilà, pour tous ces enseignants, ce qui est assez remarquable, c'est le fait qu'il y a eu ces rencontres avec des personnes qui les ont portés, qui les ont encouragés et qui les ont donc aidés à avancer. Donc finalement, dans le discours de ces enseignants, eh bien, se dégage l'importance du relationnel ou de l'interrelationnel, du relationnel déjà avec les formateurs qu'ils ont eus et qui, pour certains, heureusement, ont su transmettre leur passion du métier, et puis ces rencontres stimulantes avec des collègues qu'ils ont eu la chance de rencontrer en début de carrière et qui les ont encouragés. Pour la formation continue, donc nous avons interrogé ces enseignants, et ils nous disent que globalement, ils sont insatisfaits. Alors insatisfaits d'abord parce qu'ils regrettent que les actions de formation qui leur soient proposées soient souvent déconnectées finalement de leurs besoins individuels, et ils plaident pour des dispositifs qui seraient mieux adaptés à leur profil et notamment à leur contexte d'exercice. Alors, en plus d'être déconnectés de leurs besoins, des enseignants évoquent aussi des contenus de formation qui ne seraient pas toujours variés et qui sont souvent peu transférables. Voilà par exemple une enseignante qui nous dit on nous oblige à aller à des formations sans savoir vraiment ce qu'on met en place et si ça peut nous être utile par rapport à ce qu'on fait dans nos classes. Donc ça, c'est un peu embêtant. Et puis, une autre enseignante nous dit aujourd'hui, les formations sur lesquelles on m'a lancé, finalement, il y a peu de choses que j'ai essayé de mettre en place parce que c'était trop flou. Donc, certains de ces enseignants expriment aussi le souhait d'entendre des gens qui maîtrisent leur sujet, nous disent-ils. Ils aimeraient voir des chercheurs intervenir dans la formation continue. Ils évoquent des conférences auxquelles ils auraient assisté. Alors, ils nous parlent de Sylvain Connac, de Philippe Mérieux, de Britt-Marie Barthes, qu'ils aimeraient avoir également dans la formation. En tout cas, une variété de professionnels que l'on pourrait solliciter dans le cadre de la formation et pas simplement leur formateur. Et cela rejoint plus ou moins les recommandations du rapport IGEN de 2018 sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Alors, tout cela fait que lors de ces formations, ces enseignants ont parfois le sentiment de perdre leur temps. Nous avons donc une enseignante qui nous dit « Je suis ressortie de là », donc en parlant de la formation qu'elle venait d'avoir, avec rien de nouveau, absolument rien de nouveau. J'aurais passé 2 heures avec quelques collègues, on aurait travaillé davantage, quoi. Ça fait un peu mal, pour le formateur surtout. Une autre nous dit « J'ai fait cette année 12 heures de formation sur les maths qui, je pense, ne me serviront pratiquement pas. » Bien. En plus de cela, ces enseignants dénoncent également des modèles de formation descendants. On a un formateur qui parle pendant 2 heures, 3 heures, et puis un manque de liberté dans le cadre de ces formations, en tout cas des modalités de formation qui ne leur correspondent pas. C'est souvent des formations à public désigné. On y va, on rencontre des gens, parfois de bonnes rencontres, parfois des gens qui se sentent obligés d'être là parce qu'on n'a pas le choix. En tout cas, des modèles de formation qui ne leur conviennent pas. Bref, les espaces de formation ne sont pas des tiers-lieux, apparemment. Alors, quelques premiers constats. Tout d'abord, la question des choix. La question des choix dans la formation, pour les contenus de formation et les modalités de fonctionnement, qui apparaît vraiment centrale pour ces 7 enseignants. Alors que finalement, dans les dispositifs qui sont proposés par l'institution, par l'Éducation nationale, les enseignants ne peuvent choisir ni leur formation, ni les membres participants. On peut reprendre. J'ai fait cette année 12 heures sur les formations qui, je pense, ne me serviront pratiquement à rien, où je suis ressortie de là avec absolument rien de nouveau. Donc on voit bien qu'il y a cette espèce d'obligation qui contraint, qui crée des réticences et qui semble ne pas être en cohérence avec les besoins.
Donc il y a vraiment aussi cette adéquation, justement, l'adéquation au contexte d'exercice, aux besoins, mais qui sont un peu des besoins immédiats d'une certaine manière, les besoins du moment. Et ça semble, chez ces enseignants, être comme des conditions pour entrer de façon favorable dans un processus de formation. Alors, c'est peut-être, on peut discuter de ça, mais ça nous paraît quand même assez notable. Et finalement, quand ils disent ça, ces enseignants, ils rejoignent les conclusions de différents travaux. Puisque là, notamment, ça s'articule avec des conclusions d'enquête. Donc, on peut citer l'enquête Thalys. Donc, l'enquête Thalys est une enquête qui est initiée par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui s'est intéressée en 2018 à ce qui se passait à l'école élémentaire. Il y a aussi les rapports de l'Inspection générale de l'éducation nationale. Dalila a fait référence déjà à un de ces rapports, donc un en 2017, un autre en 2018, qui porte sur la formation continue. Ce qui ressort de ces travaux, c'est que finalement, cette formation continue est souvent considérée par les acteurs comme indispensable pour le métier, certes, mais en même temps ne répondant pas suffisamment à leurs besoins. Et les écarts, j'évoque bien les résultats de ces enquêtes, les écarts se situent notamment au niveau des contenus qui justement sont considérés comme insuffisamment articulés aux réalités de leur pratique professionnelle. Il y a donc là une vraie convergence entre ce que nous disent ces enseignants, ce petit groupe d'enseignants, et ce qui émane de rapports d'enquête. Par ailleurs, toujours dans ces rapports d'enquête, on trouve aussi une remarque qui met en évidence que l'offre de formation continue ne permettrait pas une réflexion suffisamment longue pour entraîner des changements concrets et efficaces. Et là, ce que ça met en évidence, c'est la question de la temporalité. Le temps que l'on a pour s'engager en formation et le temps que l'on a pour faire quelque chose de contenu de formation. Donc finalement, tout ça, ça crée comme des freins à l'engagement et puis aussi au développement professionnel, voire même au travail d'équipe. Néanmoins, il nous semble que ça soulève quelques questions. Parce que finalement, comment prendre en compte ces paramètres qu'on retrouve de façon commune entre des constats d'enquête et ce que nous disent ces enseignants. Parce que dès lors qu'on évoque les besoins et l'idée du travail d'équipe, ça peut être une grande diversité. Parce que c'est à la fois lié au contexte, c'est à la fois lié au moment de la situation professionnelle de chacun. Et du coup, comment recenser ces besoins et comment ensuite, avec un recensement, injecter ça dans un collectif. Et une autre question, c'est aussi, dès lors qu'on est attaché aux besoins qui relèvent donc du contexte de l'immédiateté, comment à un moment donné, on peut provoquer la curiosité, comment on peut provoquer l'engagement pour entrer en formation. Donc je rejoins cette idée de curiosité pour des contenus de formation qui ne seraient pas corrélés à des besoins immédiats, mais qui néanmoins sont nécessaires pour élargir, pour ouvrir sur des contenus qui sont insoupçonnés dès lors qu'on n'en a pas connaissance, mais qui ensuite peuvent effectivement servir dans les pratiques. Bon, ce sont des questions qu'on soulève, qui peuvent être partagées. Pour être très honnête, nous, on n'a pas forcément de réponse objective à apporter à ces questions. Je pense que c'est des questions dont tout formateur peut se saisir et avec lesquelles on doit réfléchir. Alors, nous semble quand même important d'apporter deux remarques complémentaires sur cette question et notamment sur les sentiments qu'on vient d'évoquer à l'égard de la formation initiale et continue, notamment le fait que beaucoup de ces enseignants assistent à des formations avec grand intérêt et sont même parfois intervenants dans ces formations. Certains sont formateurs, ont le CAFIPEMF, et les critiques qu'ils formulent à l'égard de la formation institutionnelle est formulée également à l'égard des formations dispensées par des mouvements pédagogiques, je pense notamment à l'ICEM, l'OCCE, etc. Et donc, c'est l'ensemble de ces constats, de ces vécus, de ces sentiments qui ont motivé finalement ces enseignants à s'engager dans ce processus d'auto-formation ou de co-formation et d'une certaine manière finalement qui les a décidés à prendre en main d'une certaine façon leur formation. L'idée de prendre en main sa formation puisque ce que l'on me propose ne me satisfait pas pleinement. On vous propose maintenant de passer à la partie 2
pour analyser ce que ce groupe a mis en place et ce qui relève du différent par rapport aux formations institutionnelles. Alors, tout d'abord, nous pouvons évoquer la cooptation dans ce collectif, c'est-à-dire que ce qui distingue le collectif des autres formations, c'est déjà le fait que les personnes se sont choisies. Elles se sont choisies et elles se sont engagées individuellement dans une réflexion, et comme l'a rappelé tout à l'heure Catherine, sans aucune injonction, sans aucune prescription. L'inspecteur n'est pas venu suggérer, c'est vraiment volontaire. Vous avez ici une enseignante qui vous dit c'est d'abord un groupe de personnes qui se connaissent et qui ont envie de passer du temps ensemble. Et ça, je pense que c'est essentiel. On se réunit, on prend sur notre temps personnel, on vient parfois le samedi, parfois très tard le soir, mais on y va parce qu'on a envie de se concentrer pendant 2 heures, parce qu'on a envie de retrouver des gens avec lesquels on aime échanger. Cela change beaucoup de ses collègues qui traînent les pieds le mercredi matin quand il faut aller aux animations, ou le samedi matin quand il s'agit de positionner les animations le samedi matin. Là, on sent que ce sont des gens qui ont envie de se retrouver et qui s'apprécient vraiment. Alors, les travaux relatifs à l'auto-formation montrent justement l'importance de bien choisir les personnes vers qui se tourner pour obtenir du soutien. Et donc, cette cooptation a permis cette maîtrise de la composition des membres du groupe, ce qui est déjà la première différence par rapport aux formations institutionnelles. Ensuite, il faut préciser que cette cooptation, elle repose sur des valeurs communes et l'adhésion à des principes pédagogiques qui sont considérés par les membres du groupe comme fondamentaux. C'est-à-dire que si ces personnes se sont choisies, ça n'est pas pour rien. C'est parce qu'elles partagent globalement les mêmes valeurs, on l'a évoqué tout à l'heure, la bienveillance, etc. Il y a énormément de choses qui rassemblent ces enseignants. La question du bien-être des élèves, qui est bien souvent évoquée par ces enseignants, le travail coopératif entre élèves, entre enseignants, l'intérêt, par exemple, pour les classes multi-âges, c'est aussi quelque chose qui rassemble ces enseignants. Les 3 enseignants qui travaillent en cycle 1 ont engagé cette réflexion déjà depuis quelques années. L'intercycle, le lien en tout cas entre les cycles, l'évaluation formative, et puis la mise en place d'un certain nombre de dispositifs que l'on retrouve par exemple en pédagogie freinée, le plan de travail, les ceintures de compétences. Bref, voilà, en tout cas déjà un intérêt partagé pour certains dispositifs. Et puis, au-delà de cela, on a un groupe qui a veillé à une représentativité de tous les cycles, de façon à pouvoir vraiment échanger sur tous les cycles. Pour autant, cette cooptation n'est pas suffisante. Il ne suffit pas de se choisir pour espérer pouvoir fonctionner dans la durée. Et donc, tout l'enjeu, c'est de savoir et de voir si ce fonctionnement va s'essouffler ou s'il va pouvoir fonctionner dans la durée. Et donc voilà, comment finalement ces enseignants ont fonctionné depuis ces années pour faire durer les réunions, puisque ces réunions, dont va vous parler Catherine, durent depuis déjà quelques années. Alors effectivement, les réunions de ces enseignants, c'est un temps fort dans leur processus. Ils se réunissent de façon régulière, donc depuis 6 ans, vous voyez, avec une fréquence de 5 à 6 réunions par an, sur leur temps personnel, bien évidemment, puisque c'est en dehors de toute injonction, de toute prescription. Ils se réunissent soit sur le lieu de travail de l'une ou de l'autre, ou à leur domicile respectif. Mais pour autant, à chaque fois, ce sont des vrais temps de travail qui durent entre 2 et 3 heures. Nous avons eu la chance d'assister à ces réunions. À chaque réunion, sauf à 1 ou 2 exceptions près, 1 ou 2 chercheurs étaient présents. Et nous avons aussi enregistré toutes ces réunions. Donc, ça nous fait vraiment un beau matériau d'analyse. Donc, que se passe-t-il pendant ces réunions? Ils partagent leurs réflexions, ils partagent leurs lectures, ils partagent leurs découvertes, ils partagent leurs comptes rendus de formation. C'est structuré, ces réunions sont structurées parce qu'il y a des ordres du jour. Ils font eux-mêmes, de façon collaborative, leurs ordres du jour qu'ils préparent en amont. Et puis, il peut y avoir aussi des comptes rendus.
plus ou moins succincts, mais il peut y avoir des comptes rendus. Tout ça, ce sont des documents qui sont partagés. Donc ce qui se discute dans leurs réunions rejoint les constats que j'ai évoqués tout à l'heure. Ce qui se discute, c'est étroitement lié à leurs préoccupations, à leurs besoins, mais aussi à ce que chacun et chacune découvre, des lectures par exemple. Et alors, à ce moment-là, ils vont décider de faire un compte-rendu d'un ouvrage qu'ils ont lu, ou une conférence qu'ils ont entendue, peu importe l'endroit où ils ont entendu et le cadre, l'espace dans lequel ils ont entendu cette conférence, mais dès lors qu'il y a intérêt à partager, ils décident de faire un compte-rendu. Donc finalement, tous ces objets de discussion pendant les réunions, il nous semble que ça devient potentiellement des contenus de formation. Et puis, chacun peut se les approprier. Chacun peut se les approprier à son rythme, dans le sens où ces contenus tombent dans la culture commune du groupe et restent disponibles. Un autre élément qui nous paraît aussi assez remarquable dans leur mode de fonctionnement, c'est qu'au fil de ces réunions, finalement, tout le monde prend la parole. Chaque enseignant est plus ou moins identifié comme spécialiste d'un domaine ou d'une pratique pédagogique et alors devient comme une sorte de référent pour les autres. Donc il y a un enseignant, par exemple, qui peut être sollicité pour ses connaissances et ses compétences en histoire des arts. Un autre, quand je dis un, j'emploie le masculin au sens générique. Nous sommes bien d'accord, puisque Dalila l'a bien dit, finalement la majorité, ce sont des femmes. Donc un autre pour son expertise dans l'enseignement des sciences. Un autre sur sa pratique du texte libre ou des plans de travail. Il y a donc comme un fonctionnement égalitaire au sein du groupe, parce que les rôles tournent. Et selon les objets de discussion, chacun et chacune, à tour de rôle, va se trouver dans le rôle du formé et dans le rôle du formateur pour les autres. Tout ça selon les points discutés. Alors là, clairement, il y a quelque chose qui, pour nous, se distingue des formations, entre guillemets, traditionnelles, puisque dans les formations traditionnelles et les formations institutionnelles, on a bien le formateur qui est identifié, et les formé, et puis il est assez rare que les rôles tournent, en fait, que les rôles changent, alors que ça pourrait très bien s'envisager. Du coup, il nous semble que le fait que chacun et chacune puisse injecter dans le collectif ce qu'il connaît, mais aussi ce qu'il découvre par ses recherches personnelles, par ses centres d'intérêt personnels, met en évidence l'intérêt de la contextualisation d'apports de formation divers. Et tout ça selon des dynamiques de projet, des aspirations, des pratiques, selon les moments aussi, selon les besoins. Un autre point aussi intéressant, c'est qu'il nous semble que vraiment ce mode de fonctionnement permet de croiser des approches, permet de croiser des points de vue, permet de croiser des façons de faire, ce qui favorise, au bout du compte, la construction d'un regard critique sur son propre travail. Et puis ça permet aussi d'éviter toute adhésion à une méthode, à une façon de faire qui alors deviendrait la référence unique. C'est-à-dire que finalement, ça évite toute normalisation dans les pratiques. Alors, autre chose quand même, est-ce que j'ai loupé une diapo? Non, je ne crois pas. Non, je n'ai pas loupé de diapo, j'ai eu un doute. Mais quand même, un autre point qui mérite d'être précisé, parce que ça n'a rien d'anodin, ces temps de travail s'achèvent très souvent par un moment de convivialité. C'est-à-dire que soit il peut y avoir un petit repas où on boit un verre ensemble, soit à la fin ou bien pendant la pause parfois. Voilà, on amène la bouteille de bière ou autre, et puis chacun boit son verre de bière, on partage les petits gâteaux qui ont été faits par les uns et les autres, et en même temps, ces temps de convivialité permettent de prolonger les discussions, qu'il y a eu auparavant, tout en plaisantant. Et tout ça, ça contribue aussi à resserrer les liens au sein de ce groupe, à cimenter finalement le groupe. C'est toujours moi, pardon. Je me perds en regardant les diapositives. Donc un autre point essentiel dans le fonctionnement de ce groupe, et notamment dans ces réunions, c'est la liberté de fonctionnement et la liberté de parole. C'est-à-dire qu'au sein du groupe, chacun et chacune se sent libre dans les échanges, libre de prendre la parole, et puis libre de choisir le mode de fonctionnement. Donc là, à nouveau, on vous a mis quelques extraits de leurs propos. Vous voyez, ça provoque, ils le disent eux-mêmes, ça provoque une liberté, parce que quelque part, on parle de ce qu'on veut. C'est nous qui choisissons les sujets,
qui choisissons nos lectures. C'est nous qui décidons de l'ordre du jour, de quand on se voit, selon nos emplois du temps. Et ça, c'est aussi important, la question du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps contraint où on doit tous se retrouver à telle heure, à tel endroit, de 10 à 12. Vraiment, ils adaptent selon leurs contraintes à la fois professionnelles et personnelles. Une autre qui dit « on se retrouve pour discuter de choses qui nous tiennent à cœur, qui sont importantes pour nous ». Donc finalement, on voit bien que cette liberté, ça renvoie à l'idée de pouvoir parler de ses pratiques, de pouvoir parler de soi aussi, et de pouvoir poser les questions sans crainte de réaction négative du groupe, sans crainte d'un jugement. Ils sont un petit groupe, ils se connaissent bien, ils s'apprécient, et en plus, ils partagent un projet commun. Donc c'est tout ça qui favorise la prise de parole. De plus, on le constate quand on écoute leurs réunions, ils n'hésitent pas à s'interrompre. Ils n'hésitent pas à s'interrompre comme ils le souhaitent le discours d'un autre, tout simplement parfois pour demander des compléments d'information ou pour faire part de leur accord, de leur désaccord, de leur vision différente, de leur compréhension différente. Donc on retrouve là certains des aspects qu'on a identifiés lorsqu'on a analysé justement leur parcours de formation, c'est-à-dire l'importance, Dalila l'a dit tout à l'heure, l'importance de se sentir mis en confiance. De se sentir mis en confiance et donc encouragé à pouvoir prendre la parole. Donc ces réunions, que nous on considère vraiment comme des temps de co-formation, procurent une forme d'assurance. Ils se sentent confortés à la fois dans leurs réflexions, dans ce qu'ils mettent en place. Il y a une espèce de mise en confiance qui se construit entre eux. Et puis là, je reprends le propos de l'une d'entre elles qui dit « ça permet de se sentir ressourcé de quelque chose ». Voilà. Donc les réunions, avec tout ce que ça permet, en termes de choix, de liberté de fonctionnement, de liberté de parole, mais aussi des outils qu'ils mettent en place. Alors, en effet, ce groupe s'est doté d'un certain nombre d'outils pour fonctionner. Alors, parmi les outils, ils utilisent notamment la messagerie numérique, classiquement, comme un formateur pourrait aussi l'utiliser avec ses formés. Mais ils ont également une messagerie instantanée, un WhatsApp, qui permet par exemple de diffuser très rapidement des informations, de s'accorder sur un élément. On a découvert un ouvrage, hop, on va le prendre en photo, on va l'envoyer au groupe. Il y a un groupe WhatsApp. Il y a également des outils collaboratifs, type outils d'écriture comme Framapad, des outils qui permettent justement de rédiger par exemple l'ordre du jour, de participer à la rédaction d'un compte-rendu. Et puis un troisième outil que nos collègues Liliane Boulanger et Elisabeth Ménoir ont analysé très finement, qui est un outil de stockage, une Dropbox. Et cette Dropbox a vraiment une fonction très intéressante, notamment pour l'auto-formation et la co-formation. Donc finalement, ces outils ont trois visées. La première, celle de faciliter la communication entre les membres du groupe, ce qui n'est quand même pas négligeable. La deuxième, la collaboration, qui leur est chère et qui justement diffère grandement de ce qu'ils peuvent rencontrer dans les formations. Et puis enfin, une finalité qui est celle du partage et de la conservation des documents qui leur semblent significatifs. C'est-à-dire que cet espace de stockage qui est la Dropbox va leur permettre de garder une trace de ce qui est discuté. Dans les réunions, un enseignant va par exemple parler d'une conférence, va même faire un petit topo sur la conférence. On va en garder trace et ça va être déposé sur la Dropbox. Lors des discussions, on va évoquer l'aménagement de l'espace. Un enseignant va arriver avec des exemples d'écoles dans les pays nordiques, par exemple, où l'aménagement de l'espace est pensé autrement. On glisse ces documents dans la Dropbox. Et donc cette Dropbox, qui est un petit peu qui sert de stockage, mais également d'archive, finalement, de tous ces temps de réunion, sera utilisée en fonction des besoins, des curiosités. Et donc ces enseignants vont pouvoir à certains moments, dans le week-end, d'autres moments en fonction de leurs besoins, ouvrir cet espace pour aller chercher ce qui les intéresse. Et là, par exemple, une enseignante qui nous dit c'est quelqu'un en qui j'ai confiance qui a posté le document, comme un formateur qui transmet ou qui partage. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Et donc, si j'ai confiance, je lui fais confiance au point peut-être d'avoir envie de tester moi-même dans ma classe. Une autre nous dit
ce document est à disposition un peu comme un objet de formation potentiel pour un ou plusieurs enseignants qui s'y intéresseraient. C'est-à-dire que dans le temps de la réunion, j'ai écouté ce que mon collègue, ce que mon ami a partagé, et puis quelques semaines après, quelques mois après, eh bien, je me dis, peut-être que je peux essayer aussi dans ma classe, et donc je vais aller retourner chercher dans cet espace ce qui m'intéresse. Et donc ce mode de fonctionnement nous semblait intéressant à souligner par rapport à ce qui se fait dans les espaces institutionnels, parce qu'il contribue non seulement à renforcer la collaboration entre les enseignants, et parce qu'il participe, selon nous, de l'auto-formation des uns et des autres. Alors, finalement, ces enseignants se servent du numérique pour co-construire, d'une certaine manière, des contenus qui leur semblent fiables et puis représentent surtout un gain de temps non négligeable à l'heure où beaucoup d'enseignants investissent par exemple les réseaux sociaux ou vont chercher des documents sur Internet. Lorsque par exemple on interroge des enseignants, qu'ils soient débutants ou plus expérimentés, ils vont facilement aller consulter des blogs pour aller chercher des fiches de préparation, etc. Donc voilà. En tout cas, nous trouvions intéressant cette façon qu'ils avaient d'utiliser ces outils et notamment ce qu'ils font de la Dropbox. Alors, après avoir parcouru, certes un peu rapidement, tout ce que ce groupe d'enseignants a mis en place, on voit bien qu'on peut identifier des éléments qui relèvent du différent par rapport aux formations continues, entre guillemets, classiques, proposées par l'institution. Pourtant, nous avons pu faire le lien déjà avec des enquêtes qu'on a évoquées tout à l'heure, l'enquête Thalys, des rapports de l'Inspection générale de l'éducation nationale. Et là, on a repris quelques recommandations qui sont issues de la dernière conférence de comparaison internationale du CNESCO, qui s'est tenue en 2020 et qui a produit un rapport de synthèse dirigé par Nathalie Mons en 2021. Alors, dans ce rapport de synthèse, on trouve des préconisations en ce qui concerne la formation continue et nous en avons repris quelques-unes. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a dans le rapport. Donc, parmi ces préconisations, il est mentionné le fait de se doter d'outils, de dispositifs pour mieux prendre en compte les besoins exprimés. Clairement, on voit que ces enseignants mettent ça en œuvre, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte leurs besoins et en plus, ils se dotent d'outils et de dispositifs. Des outils numériques et des modalités de fonctionnement des réunions. Ils disent ensuite qu'il faut soutenir ce qui existe et inciter à se former. Là, l'incitation, ça a été une incitation qui est partie de ce groupe. Ils ont entrepris par eux-mêmes leur formation. Alors, au départ, c'était vraiment à côté de l'institution, c'est-à-dire les inspecteurs, les circonscriptions avaient un peu connaissance de ce que faisaient ces enseignants, mais on ne pouvait pas considérer qu'il y avait un soutien à ce qui existait. Il a fallu que plusieurs années se passent pour qu'enfin, au bout de la 6e année, il y ait une reconnaissance par l'institution. Ça aussi, nous pourrons y revenir si vous le souhaitez. Valoriser l'engagement dans la formation continue. Là, finalement, cette valorisation, elle est interne au groupe. À nouveau, c'est une espèce d'auto-valorisation qui prend naissance dans le collectif en lui-même. Déployer les formations sur un temps suffisamment long pour permettre l'appropriation de contenu, des allers-retours entre formation et mise en pratique, clairement. Ce groupe d'enseignants illustre cette recommandation. Ils travaillent ensemble depuis 6 ans, même 7 ans maintenant. Donc ce temps long, effectivement, il existe. Cette idée d'aller-retour entre ce qu'ils partagent dans leur temps de co-formation et la pratique, de fait, c'est mis en œuvre. Promouvoir la place de la recherche dans les formations, oui, parce qu'en fait, ils travaillent avec les chercheurs. La recherche est à leur côté. Et on a pu constater les effets de cette présence de la recherche à leur côté. Donc il y a bien cette idée de la place de la recherche dans la formation. Donc on le voit bien, d'une certaine façon, ce groupe d'enseignants a une dimension assez exemplaire dans le sens où ils mettent en pratique des recommandations, des suggestions. Ils travaillent entre pairs, ils partagent leurs compétences, ils mettent en discussion, sans hiérarchie et sans jugement. Ils choisissent leurs objets de réflexion, ils mettent en œuvre leur propre formation continue. Alors, pour conclure,
Non, tu avais écrit pour ne pas conclure, Dalila. Pour ne pas conclure, en effet. Nous allons donc évoquer 3 éléments qui nous semblent intéressants, en tout cas par rapport à ce collectif. Alors, d'abord, quelques remarques sur l'importance du collectif, vous l'aurez compris. Puis, ce que nous proposons de retenir de notre analyse. Et enfin, nous terminerons par quelques éléments sur la suite de l'aventure. Que sont devenus ces enseignants? Que deviennent ces enseignants à l'issue de ce processus qu'ils ont engagé? Alors, sur la dimension du collectif, eh bien, nous estimons que ça prend une importance notable dans ce que nous avons pu analyser. C'est-à-dire qu'il y a, nous semble-t-il, une différence marquante avec les formations institutionnelles. Ces modes collectifs de fonctionnement semblent avoir des effets positifs sur les membres du groupe. Nous nous contenterons d'en citer 3 qui nous paraissent importants. La première, c'est le fait que le collectif permet aux enseignants de retrouver d'une certaine manière le travail de groupe qui leur manque parfois au sein de leurs écoles. Comme vous le savez, les enseignants peuvent choisir l'école ou en tout cas postuler ou émettre des vœux, mais ne choisissent pas leurs collègues. Et bien là, ce collectif leur permet de travailler, de retrouver un travail d'équipe qui peut leur manquer. Deuxièmement, ce collectif génère de l'émulation, de la motivation, de l'envie. On se connaît, on s'apprécie, on partage, et donc le collectif porte en fait ses membres. On a testé des choses, ça fonctionne, on en parle, et bien nous aussi, moi aussi j'ai envie d'essayer. Et puis un troisième élément, c'est que le collectif offre un cadre rassurant où chacun est reconnu pour ses compétences. Catherine a longuement insisté sur la reconnaissance entre pairs, sur les expertises des uns et des autres qui sont mises au service des autres. Donc voilà, chacun est reconnu, peut exprimer ses interrogations, ses doutes, sans crainte de remarques peu bienveillantes. Et ça, c'est quelque chose de très très important pour le fonctionnement du collectif. Alors, que retenir de cette étude? Tu peux peut-être en dire quelques mots. Alors, que retenir de cette étude? Là, en fait, c'est pour faire du lien avec ce qu'on avait suggéré en introduction, c'est-à-dire qu'à partir de ce qu'on a analysé sur ce qui se passe dans ce groupe, est-ce qu'on pourrait y trouver comme des leviers, des modalités qui finalement pourraient être transférables ou reconfigurées peut-être dans des actions de formation initiale ou des actions de formation continue? D'abord, le choix du groupe, clairement. Le choix du groupe qui en plus repose sur des valeurs partagées, des valeurs et des idéaux partagés, sur l'école, mais aussi au-delà, c'est-à-dire sur la façon de penser l'individu, sur la façon de penser le collectif, sur la façon de penser la place de chacun dans la société. Et l'idée de choisir le groupe, l'idée d'avoir des valeurs partagées, ça contribue fortement à la mise en sécurité et justement à la construction de la confiance des membres les uns envers les autres. Deuxième point, le choix de ce qui est discuté, c'est-à-dire le choix des contenus finalement, le choix de ce qui est discuté ensemble. Et on l'a bien vu que finalement ce qui est discuté ensemble, c'est aussi selon les besoins et les découvertes de chacun et chacune. Et que finalement tout ça après c'est injecté dans le collectif. L'engagement individuel et collectif. Et puis cet engagement il est notable au regard du temps passé, au regard des outils qui sont créés. Donc tout ça, le choix, l'engagement, il nous semble que ça contribue largement à faire sens et à créer de la motivation. Et là, je fais du lien avec ce que disait Anne Lémence tout à l'heure, la nécessité à un moment donné qu'il y ait du sens et qu'il y ait de la motivation. Autre point important, l'articulation entre justement tout ce qui relève de l'individuel et du collectif. C'est revenu à plusieurs reprises dans nos propos, avec ce partage d'outils, ce partage de pratiques, et bien évidemment sans injonction, pour que chacun puisse s'en saisir au moment important. Ça nous paraît vraiment un point assez remarquable. Le fait aussi, clairement, d'être tour à tour dans la position de former et des formateurs. Et ça, c'est un des effets de leur fonctionnement, un des effets du fonctionnement de leur groupe. Alors que ce n'était pas quelque chose d'intentionnel au départ, mais de fait, c'est ce que ça permet. L'idée d'avoir un horizon praxéologique commun, c'est-à-dire un but commun. Et leur but, c'était bien à un moment donné cet espoir de pouvoir faire équipe pédagogique ensemble. Mais pour autant, c'était absolument pas gagné.
On vous dira après s'ils ont réussi ou pas. Voilà, on garde ça pour la fin. Les modalités et les outils de fonctionnement qui sont choisis, mais quand même qui sont, qui sont formalisés. Il y a des ordres du jour qui sont sur la Dropbox dont Dalila a parlé. Il y a des comptes rendus qui sont sur la Dropbox également. Il y a aussi parfois un partage des tâches si besoin. Et finalement, ces modalités et ces outils de fonctionnement choisis, là encore, j'ai envie de faire du lien avec ce que disait Anne Lémence tout à l'heure. Je m'approprie un petit peu ses propos, mais il me semble que ça favorise une forme de documentation entre eux, mais qui nous est accessible aussi. Et puis alors, pour finir, mais vous l'avez compris, c'est pas négligeable. Quoique non, je me suis dit, je m'excuse, il y a la convivialité, je vais y revenir sur la convivialité, mais il y a un point, en reprenant le diaporama, qu'on a oublié d'indiquer, c'est quand même la question du temps. C'est-à-dire cette durée longue, avoir du temps pour réfléchir, avoir du temps pour respirer, avoir du temps pour éprouver, avoir du temps pour se faire confiance. Et ça, c'est vrai que les formats institutionnels de formation, bien souvent sur des temps très réduits, des temps très contraints, et du coup, voilà, on n'a pas ce temps et cet espace pour pouvoir respirer et intégrer tout ce qu'on entend. Et alors donc la convivialité, mais la convivialité en même temps ça s'entretient, ça ne s'impose pas comme ça. Et autour de la convivialité, voilà, là on reprend le propos d'une d'entre elles. Je ne me vois pas en formation avec les conseillers pédagogiques sortir les cakes, la bouteille de bière et parler de nos enfants, mais là simplement on se dit des choses sérieuses et on arrive à avoir des moments où on peut souffler. Et c'est ce qui fait qu'on va travailler pendant 2 heures. On a envie d'y aller parce qu'on retrouve des gens avec lesquels on aime bien échanger. Voilà. Ça, cette petite remarque nous paraît quand même assez symbolique de leur mode de fonctionnement. Et puis en plus, petite parenthèse, nous chercheurs, nous avons la chance de participer à leur moment de convivialité, de boire une bière aussi avec eux et de partager les cakes que certaines d'entre elles font chez elles. Voilà. Vous comprenez pourquoi la recherche continue. Alors, rappelons quand même que ce groupe semble finalement mettre en œuvre un certain nombre de recommandations que l'on a partagées avec vous à travers les enquêtes Thalys, IGN, etc. Et donc voilà. Et il y en a même une dernière. Et tout à fait, et notamment le rapport de l'inspection générale ici qui date de décembre 2022, intitulé « Les pratiques collaboratives au service des apprentissages », et qui recommande un certain nombre de choses, par exemple former à et par la coopération de la formation initiale à la formation continue, donc notamment inscrire des temps collaboratifs de formation dans des formations des professeurs stagiaires et les former au travail coopératif. On a bien aussi ces enseignants qui manifestent un intérêt pour les pratiques dites coopératives. Développer la formation continue entre pairs, c'est clairement le cas. Ils évoquent par exemple les lesson studies ou les formations constellation qui ont vu le jour déjà depuis un petit moment. Renforcer les liaisons interdegrés autour de la question des pratiques collaboratives afin d'éviter les ruptures. Former les professeurs à varier les démarches pédagogiques en les sensibilisant au rôle de l'interaction et des compétences socio-comportementales dans les apprentissages. Donc voilà, très clairement, ces enseignants ont mis en œuvre un certain nombre de recommandations. Et voilà, c'était quelque chose qui nous semblait intéressant, en tout cas, à montrer, à évoquer. Enfin, il est tout de même quand même permis de se demander si, en quoi l'intérêt que ces enseignants portent aux pédagogies dites alternatives influe sur les pratiques professionnelles d'auto et de co-formation. Qu'est-ce qui fait dans ce qu'ils partagent, dans cet intérêt qu'ils ont, en quoi cet intérêt va faire qu'ils vont avoir envie de s'auto-former, de se co-former. Ce sont des questions sur lesquelles nous réfléchissons. Alors on arrive à la fin de l'histoire. Où est-ce qu'ils en sont, ces enseignants ? Qu'est-ce qu'a permis ce processus dans lequel ils se sont engagés ? Alors, d'abord, à quoi ça aboutit ? C'est la rédaction collective et consensuelle d'un projet pédagogique. Donc un projet pédagogique dans lequel ils déclinent leurs valeurs, des modalités et des dispositifs de travail qu'ils souhaitent déployer ensemble dans une école. Finalement, un écrit conséquent qu'ils ont rédigé ensemble, mais en synergie
tout ce qu'ils ont pu arpenter, découvrir, discuter, critiquer. Et cet écrit, c'est le fruit de nombreuses heures de travail collectif, de nombreux échanges. Et, il y a même notamment 2 week-ends, ils ont fait 2 week-ends de séminaires entre eux, où ils se sont retrouvés dans un tiers-lieu, puisque ce n'était pas à Lille, ce n'était pas chez eux, ce n'était pas dans une école, c'était vraiment un tiers-lieu. Et ces 2 week-ends ont été principalement consacrés à la rédaction de ce projet pédagogique. Donc, le processus qu'ils ont déployé, ce projet pédagogique qu'ils ont rédigé, qu'est-ce que ça a rendu possible ? Eh bien, ça a rendu possible une perspective qui, jusque-là, pouvait sembler complètement utopique. Et le rêve qu'ils nourrissaient depuis quelques années de pouvoir travailler ensemble, eh bien, ça s'est concrétisé. C'est-à-dire que la ville de Lille a inauguré à la rentrée de 2022 l'ouverture d'une école ultramoderne, l'école Ariane Capon. Et ces enseignants ont eu la chance de pouvoir intégrer tous cette école et de pouvoir travailler ensemble. Donc depuis quelques mois, ils travaillent, ils mettent en œuvre leur projet pédagogique et ce qu'ils ont pensé, construit depuis tant d'années. Donc, pour vous donner un petit aperçu de cette école, nous vous proposons cette petite vidéo. Depuis 6 ans, nous travaillons tous ensemble avec les enseignants qui ont été nommés sur cette école, mais aussi l'équipe d'architectes, les enfants du quartier, les associations et les parents sur ce projet d'école qui, grâce à cela, est devenue une école qui sert le projet pédagogique, est extrêmement innovante dans l'organisation des espaces. Il y a une salle à destination des parents, les classes sont modulables, c'est-à-dire qu'on peut avoir des petits coins pour des petits ateliers, mais également des très grandes pièces. Tout le mobilier est pensé à la hauteur d'enfants, qui soient d'âge de classe maternelle ou d'âge de classe élémentaire. Il y a du mobilier également qui permet d'aider à la concentration des enfants. Enfin, tout est extrêmement novateur. C'est un bâtiment dit passif, c'est-à-dire qu'il consomme moins d'énergie qu'il n'en produit. Il est extrêmement novateur d'un point de vue écologique, d'abord par sa conception, en laissant rentrer énormément de lumière, mais également par vraiment une maîtrise thermique du bâtiment. Et puis il y a également une très grande place qui est laissée à la nature, que ce soit dans la cour d'école qui est entièrement sans bitume, tout le sol est perméable, elle est très végétalisée, il y a un verger, un petit amphithéâtre, enfin, les enfants sont très connectés avec la nature, mais aussi également avec les terrasses. À chaque étage, vous avez une forte place qui est laissée à la végétation, et notamment par des jardins pédagogiques qui permettent aux enfants de planter et de suivre le rythme de leur plantation. Donc c'est une école qui permet, en plein cœur de ville, aux enfants d'être vraiment connectés avec la nature et le vivant. Toute l'école est pensée pour servir le projet mené par des enseignants. Et ce qui est unique, c'est que, en fait, une école, généralement, ce sont les enseignants qui doivent adapter leur pratique pédagogique au bâtiment. Or là, au moment où nous choisissons l'équipe d'architectes, eh bien, nous mettons en relation l'équipe d'architectes avec cette équipe d'enseignants qui a été mobilisée sur un projet pédagogique il y a 6 ans déjà. Et donc, depuis 6 ans, nous avons préparé cette école tous ensemble avec un bâtiment qui répond totalement au projet que souhaitent décliner les enseignants en lien avec les associations et les parents du quartier. Voilà, donc comme vous l'aurez constaté, même si habituellement on ne choisit pas les enseignants avec qui l'on travaille, ces enseignants ont vu enfin leur projet se concrétiser et depuis quelques mois, donc depuis septembre, travaillent ensemble et mettent en œuvre ce projet qui les a occupés depuis tant d'années. Nous avons la chance d'avoir une enseignante de l'équipe qui est présente et qui pourra peut-être en dire quelques mots. Ce travail de recherche fait l'objet d'une publication à venir aux éditions L'Harmattan, quand des enseignants mettent en œuvre leur co-formation, une expérience originale d'un groupe de professeurs des écoles. Donc si vous souhaitez avoir des informations sur ce projet, n'hésitez pas. Et puis voilà quelques références pour terminer, sur lesquelles nous sommes appuyés tout au long de cette communication. Merci beaucoup de votre attention. Merci.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions à distance ou dans la salle? Et puis on peut profiter du coup du retour d'expérience donc d'une des enseignantes également. Merci. Mais c'est un peu un conte de fées que vous nous racontez là. Oui. Ça se finit bien. Parce que je pensais en vous écoutant que c'est vraiment intéressant quand on observe les étudiants dans nos INSPE. Par exemple, on a fait une recherche sur ce qui se passait pendant le Covid. Là. Ils racontaient que certains, ça leur convenait très bien d'être à distance, c'était pas du tout un problème. Mais que ce qui leur manquait, c'était justement échanger avec les pairs. Il me semble que dans nos formations, à la fois, ils ont l'occasion d'échanger entre pairs, comme vous le décrivez, et en même temps, ils sont très seuls, et ils se retrouvent très très seuls dans leur pratique, la plupart du temps quand même. Hein. Des collectifs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et votre collectif, il s'articule sur une communauté qui est intéressée par la pédagogie. Et c'est effectivement, non mais je rigole pas, c'est vraiment magique qu'ils aient pu ensuite concrétiser, rester ensemble, parce que j'imagine que chacun tout seul, même faisant partie d'un collectif, c'était un peu compliqué de se retrouver le lundi matin dans son école dans quelque chose qui n'était plus un collectif dans leur pratique. Donc, comment articuler ce collectif de réflexion et de pratique et une pratique quotidienne qui ne colle pas toujours avec la réflexion qu'on peut avoir? Deux choses. C'est-à-dire, sur le collectif, moi je trouve que ça interroge aussi nos propres modalités de formation. Parce que finalement, c'est quelque chose qui est prôné dans les référentiels qu'on trouve, hein, les référentiels de formation, les référentiels professionnels. Mais comment, à un moment donné, dans les formations, on permet vraiment, effectivement, de faire vivre un collectif, mais pas juste un collectif, parce qu'à un moment donné, dans une séance de 2 heures, on va agréger 3 ou 4 personnes ensemble, leur donner une consigne, et après, hop, cette agrégation va se dissoudre. Ça, c'est pas ça, en fait, le collectif. Hein, le collectif, c'est comment on peut apprendre vraiment à travailler ensemble. Et ça, je pense que c'est un peu un défi permanent, finalement. Après, sur votre question très juste, sur comment on fait pour vivre un collectif, et puis après se retrouver tout seul dans sa classe, si elle le souhaite et si elle est prête à ça, peut-être qu'on peut donner la parole à Charlotte, parce que Charlotte est une de ses enseignantes et elle s'est trouvée confrontée à ça. Et je sais très bien que pour les échanges qu'on a pu avoir, ça a été à un moment donné source de tension, en fait. Bonjour, merci de me donner la parole. Alors pour vous répondre, pendant les 6 années pendant lesquelles on n'a pas fait école ensemble avec mes collègues, donc la majorité du temps finalement de cette recherche et de notre travail ensemble, ça m'a apporté énormément dans ma pratique personnelle, dans mon équipe, et même dans mon équipe d'école, on va dire, mon équipe antérieure, quoi. Ça m'a apporté énormément parce que j'avais l'impression, dans les choses que je pouvais expérimenter, ça me permettait d'avoir de la distance, parce que je savais qu'à un moment donné, j'allais pouvoir échanger à nouveau avec mes collègues sur les choses que je mettais en place. Ça m'a permis, dans une toute petite mesure, d'essaimer certaines choses avec les collègues. J'avais l'impression d'avoir une légitimité, même dans mon école dans laquelle j'étais, à proposer des choses. Et si le projet n'avait pas abouti, ça aurait été très compliqué et très difficile à vivre, je pense. Mais malgré tout, ce travail m'a permis de mieux vivre dans l'école dans laquelle j'étais. Parce qu'il y avait ce collectif, parce que j'étais pas toute seule. Alors des fois, je me sentais seule dans mon équipe, mais je savais qu'il y avait ce collectif qui existait, dans lequel j'avais ma place et dans lequel j'étais bien. Voilà. Et ensuite, parce que le fait d'avoir rencontré l'équipe du CIREL a aussi été quelque chose d'important dans ce travail-là. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Moi, j'en ai une. Vous avez commencé votre présentation avec un regard sur les trajectoires, en fait, du coup, des différentes personnes qui composent ce collectif. Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient être transposables ou une montée en généralité possible à partir de ces trajectoires ? Est-ce que ce type de collectif pourrait être amené à se reconstituer avec d'autres personnes parce qu'il y aurait, par exemple, vous disiez qu'il y avait
que c'était des enseignants qui étaient issus notamment de travail en REP, donc avec certaines habitudes de travail spécifiques. Est-ce qu'on pourrait monter en généralité là-dessus et se dire que potentiellement il y aurait une appétence, une sensibilité en fait à la constitution d'autres collectifs avec des enseignants issus de REP, ou est-ce que ces trajectoires-là individuelles viennent dire quelque chose d'éléments transposables qui pourraient s'observer peut-être à plus grande échelle? Alors, pour avoir étudié vraiment finement en tout cas tenter d'approcher l'identité professionnelle de chacun de ces enseignants, effectivement, il y a des choses que l'on retrouve dans leur parcours, mais c'est ce que nous disions aussi en introduction, le fait que beaucoup d'enseignants travaillent, s'auto-forment, et c'est juste qu'ils n'ont pas d'occasion de former un collectif pour pérenniser ce qu'ils mettent en place, mais ce que nous relatons là existe déjà en fait. C'est un peu aussi pour répondre à Anne tout à l'heure par rapport à nos étudiants stagiaires. Quelque part, quand on les interroge, ils ont aussi des groupes Facebook, il y a aussi des tiers-temps où ils investissent des espaces, mais on ne s'en saisit pas forcément, on ne le valorise pas. Et donc comment l'institution pourrait peut-être valoriser, mettre en relation des gens qui ont envie de travailler ensemble? C'est approché un peu par toutes les formations dites constellation. On a des choses qui commencent déjà à être intéressantes, mais je pense que dans leur parcours, finalement, quand on regarde de très près, tous les enseignants pourraient être amenés à faire collectif si des occasions se présentent et si la formation continue peut offrir ces occasions de rencontre, en tout cas de permettre ou d'encourager ce type de pratique. Je trouve que c'est une question difficile en fait. Comment monter en généralité? Parce que c'est vraiment des parcours qui sont individualisés. C'est des histoires de moments, des histoires de contexte. Donc c'est difficile, d'autant plus que... Mais pour autant, ce serait vraiment intéressant, effectivement, de réfléchir à ça. Mais il me semble aussi, et on l'a évoqué à plusieurs reprises, que dans le fait que ce collectif a pu se retrouver et se constituer, les valeurs qu'ils partagent ont une place vraiment importante. Mais alors ça, comment atteindre les valeurs de chacun et chacune? Pour le coup, c'est assez compliqué. Mais il y a quand même quelque chose autour... Je reviens sur le autrement, finalement, qui était un peu le point commun entre nos deux temps de cette matinée. Alors, qu'est-ce que c'est que le autrement? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, se retrouver effectivement à exercer dans un contexte particulier, en REP+, ou dans un milieu, par exemple, rural, ou, je sais pas, dans des regroupements, est-ce que ça relève pas de l'autrement, et est-ce que ça ne contribue pas à déclencher quelque chose qui fait que, hop, on va se retrouver à un moment donné à la recherche, pris dans une dynamique, voilà. Je sais pas, c'est vraiment qu'une hypothèse. Donc ça peut être ça peut être aussi à un moment donné avoir vécu une expérience pédagogique particulière. Par exemple, je reviens au tiers-lieu, mais je pense que vous comprenez ma remarque tout à l'heure, cette idée d'intégrer le tiers-lieu dans l'école même, parce que finalement, il me semble que dans ce que font ces enseignants, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, quand on vit à un moment donné une expérience pédagogique particulière, dans un tiers-lieu, parce qu'on est impliqué dans un Fab Lab, ou parce qu'on va à la Cité des Sciences, ou autre, voilà, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas aussi quelque chose qui met en mouvement? Mais alors après, même si on peut identifier des choses, comment monter en généralité? Ça me paraît très complexe, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait être attentif au parcours de chacun, aux expériences de chacun, pour voir ce qui, à un moment donné, pourrait faire synergie, en quelque sorte. Je sais pas, oui, pourquoi pas, en fait. Non, mais j'entends le retour de Dalila sur... en fait, c'est aussi peut-être pas forcément une question de trajectoire au départ, mais fait, d'espace-temps ouvert qui susciterait l'envie, donc de prendre à l'envers le questionnement, en fait. Ouais. J'ai une intervention à faire, parce que je suis ancien enseignant d'école primaire, et sur ce travail du groupe, j'ai participé à plusieurs... groupes auto-formés comme ce groupe actuel, avec des vies qui ont été différentes parce que ça n'a pas abouti à ce même objectif.
Mais moi, le point important qui me semble, c'est la confiance qui n'est pas accordée aux enseignants. Et ce sur quoi nous, on s'est forcé à, justement, c'était contrer cette non-confiance que l'on avait. Si on est confiant, il y aura beaucoup d'enseignants qui seront capables de se former en commun et d'apporter des éléments. Pourtant, comme l'a souligné un de nos collègues, je peux le citer parce qu'il ne nous en voudra pas, c'est Yves Reuter, il avait bien souligné que nous sommes pourtant dans l'école de la confiance. Alors, pour dire quand même 2 mots sur l'institution, il faut savoir qu'après plusieurs années, les inspecteurs ont finalement reconnu le travail qui était engagé par ces enseignants, et cette reconnaissance passe par l'attribution des heures. En fait, les enseignants ont 18 heures de formation à assurer dans le cadre des animations pédagogiques, et donc les inspecteurs ont estimé qu'ils faisaient plus que ces 18 heures, et on leur ont permis justement de se saisir, de se servir de ces temps-là pour justifier les 18 heures de formation. Donc, ça a été un premier pas vers la reconnaissance de ce qui est fait, de ce qui a été fait. Un premier pas important.